Eh bien, bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui à ce premier webinaire sur la réhabilitation responsable du bâti ancien, organisé par le Centre de ressources CREBA. Je suis Andrés Litvak, je travaille au CEREMA et je suis le coordinateur de CREBA. Au nom de tous les partenaires de CREBA, je vous souhaite la bienvenue en ce début d'après-midi que nous allons avoir le plaisir de passer ensemble pour évoquer les enjeux de la réhabilitation responsable du bâti ancien. Nous avons un certain nombre d'inscrits à ce webinaire. Nous allons commencer sans attendre, de manière à pouvoir tenir les délais, et donc parler de ce sujet de la réhabilitation du bâti ancien, puisque un des objectifs majeurs des politiques publiques sur la transition écologique concerne la rénovation énergétique du bâti existant. Et la volonté des pouvoirs publics est de massifier la rénovation du parc en accélérant le rythme des réhabilitations énergétiques. Parmi les logements qui constituent le parc existant, environ un tiers, soit environ 10 millions de logements, relèvent d'une typologie particulière dénommée le bâti ancien. Ce bâti, qu'il soit en milieu rural ou urbain, est considéré réglementairement comme étant le bâti d'avant 1948. Il recouvre en réalité l'ensemble des constructions constituées de matériaux traditionnels, tels que la pierre, le pan de bois ou la terre crue, qui se dissocient fortement du bâti moderne, construit massivement à partir des années 1950, selon des techniques et des matériaux industrialisés. Pour le bâti ancien, nous pensons que cet objectif de massification doit avant tout être accompagné par une montée en compétences des professionnels et une amélioration de la qualité des travaux de rénovation. Dès lors que l'on vise à le réhabiliter, le bâti ancien induit une démarche holistique complexe, encore mal maîtrisée par tous les professionnels et à laquelle CREBA a pour ambition d'apporter des éclairages, des outils et des ressources. Nous sommes ici à l'exact opposé d'une recherche de solutions techniques standardisées. Ce que nous souhaitons massifier et généraliser avant tout, c'est les connaissances et les savoir-faire. Vous avez été particulièrement nombreux à vous inscrire à ce webinaire. Nous avons dénombré environ 500 inscriptions et celles-ci vont continuer à croître au fur et à mesure, je pense, du début de cet après-midi. C'est à la fois une excellente nouvelle et une situation qui nous amène à être particulièrement vigilants sur l'organisation pratique du webinaire. J'imagine que depuis un an maintenant, cet exercice n'est pas nouveau pour vous et doit malheureusement constituer un certain quotidien pour une grande partie d'entre vous. Au vu du nombre d'inscrits, nous pensons que quelques clarifications ou rappels sont nécessaires sur les modalités pratiques afin d'éviter une éventuelle cacophonie. Nous allons donc pour cela vous donner quelques recommandations pour ce webinaire. Celles-ci sont les suivantes. Nous sommes en mode webinaire, ce qui veut dire que votre micro et votre caméra seront désactivés pendant cette première partie du webinaire jusqu'à 15h30. Vous aurez la possibilité de poser des questions via le chat uniquement et nous vous remercions de ne pas utiliser la fonction la fonction question-réponse. Rassurez-vous, un temps d'échange est prévu lors du webinaire et une synthèse des questions que vous pourrez poser sur le chat sera faite afin que les intervenants puissent y répondre. Ce webinaire est enregistré afin qu'il puisse être diffusé en mode replay. Si vous ne souhaitez pas être enregistré, nous vous prions de bien vouloir quitter la session et nous vous inviterons à la suivre lorsque son enregistrement sera rediffusé sur notre site internet. Enfin, un questionnaire d'évaluation vous sera adressé ultérieurement afin que vous nous fassiez part de vos commentaires et propositions de sujets à traiter dans le futur. En répondant à ce questionnaire, vous nous aiderez à améliorer ce cycle de webinaire et vous pourrez partager vos coordonnées avec les autres participants souhaitant le faire et ainsi constituer un réseau d'échange. Alors, le programme de notre webinaire est décomposé en plusieurs temps. Je vais rapidement présenter ce qu'est le Centre de ressources CREBA et les enjeux associés. Nathalie Pratt, de l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse, évoquera avec vous les termes du bâti ancien pour bien resituer ces enjeux dans un contexte et avoir une sémantique commune.
Nous passerons ensuite à une table ronde qui sera animée par Jackie Cruchon de Sites et Cités Remarquables de France, avec des témoignages de représentants de la ville de Joinville et d'un entrepreneur local pour donner, donc faire un retour d'expérience et évoquer tous les enjeux techniques, économiques, environnementaux et culturels associés à ce type de démarche. Et enfin, une présentation du site Creba sera réalisée par Élodie Eberlé pour vous montrer les outils, les ressources qui sont disponibles sur ce site. Nous passerons alors dans un deuxième temps de ce programme avec ce qu'on appelle les cafés virtuels qui seront déclinés sur 4 thèmes différents en parallèle et qui consisteront en un temps d'échange qui sera animé comme une discussion informelle au cours d'un café qui sera à la fois virtuel puisqu'il sera à la fois en distanciel et il ne sera pas malheureusement fourni par nos soins. Ce webinaire s'inscrit dans un cycle d'animation du Centre de ressources Creba, avec donc aujourd'hui une première date, ce 6 mai, qui est ce webinaire et qui doit nous amener à décliner dans le courant du second semestre, à l'occasion de dates qui s'affichent ici sur votre écran, des webinaires qui déclineront les sujets qui seront aujourd'hui discutés lors des cafés. Donc un webinaire sur la nécessité de bien s'entourer, avec des compétences indispensables aux enjeux répondant à la réhabilitation du bâti ancien, une bonne connaissance des matériaux, bien intégrer les équipements, et enfin sur la formation et la montée en compétences des professionnels. Ce cycle de webinaires a comme objectif de constituer progressivement une dynamique de communauté de pratique sur la réhabilitation responsable du bâti ancien autour du centre de ressources Creba. Et nous souhaitons que cette dynamique puisse se poursuivre avec ce que nous attendons tous avec impatience, le fait de pouvoir se retrouver en présentiel à l'occasion de notre conférence annuelle qui doit avoir lieu, qui est programmée donc à Toulouse le 29 mars 2022, dans le cadre du colloque annuel de Creba. Alors, quelques mots sur Creba. Creba, c'est un centre de ressources qui a maintenant plus de 2 ans et qui a été créé pour mieux diffuser les connaissances et valoriser les bonnes pratiques auprès des acteurs de la construction. Il a été créé à l'initiative du CEREMA, des associations Sites et Cités Remarquables de France et Maisons Paysannes de France, et des écoles d'architecture de Toulouse et d'ingénieurs des arts et métiers de Cluny, donc en 2018, dans le cadre d'un programme qui était financé par le programme PACT. Et cette création donc a donné lieu à la mise en ligne fin 2018 du site internet et avec les ressources que vous présentera Élodie au cours de notre webinaire. En 2019, des partenaires institutionnels sont venus rejoindre cette dynamique en la personne de l'Agence Qualité Construction, du Plan Bâtiment Durable, de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, de l'Association des architectes du patrimoine, de l'association Effinergie et du portail Construction 21, pour réaliser donc ensemble une dizaine de partenaires qui ont pu mettre en œuvre donc des programmes de partage de connaissances et de diffusion des ressources grâce notamment au financement du ministère de la Transition écologique et solidaire, des ministères de la Cohésion des territoires et du ministère de la Culture. Alors, le bâti ancien constitue une cible toute particulière du parc existant à réhabiliter. Il se situe de fait à la croisée de nombreux enjeux environnementaux, culturels et techniques. Intégrer tous ces enjeux, je vais un peu trop vite, intégrer tous ces enjeux lors d'une réhabilitation énergétique est une approche une affaire de méthode, celle qui consiste à travailler impérativement dès la phase amont en intégrant une approche globale sous peine d'aboutir à une non-atteinte des objectifs, voire à une dégradation des performances du bâti ou de ses qualités architecturales. Le sujet de la préservation du patrimoine bâti et de sa relation donc, aux politiques de transition écologique à travers les politiques générales de développement durable constitue plus de
un corpus de plus de 10 à 15 ans d'études et de recherches sur le sujet. Les publications de recherche sont nombreuses et ont été donc centralisées et capitalisées sur notre site CREBA. Et ces études ont permis de bien caractériser, de mieux connaître les performances des bâtiments, du bâti existant, et notamment par exemple à travers la consommation moyenne du parc par typologie constructive, par période, par caractéristiques régionales et architecturales. On voit ici par exemple l'évolution de la consommation énergétique moyenne des bâtiments selon différentes périodes. Le bâti ancien ne constitue pas la typologie la plus énergivore, mais on voit que le potentiel de gisement d'économie d'énergie est très significatif pour répondre aux objectifs de transition écologique. Si l'objectif de ces politiques publiques est la massification de la rénovation énergétique des bâtiments, nous nous proposons aujourd'hui de réfléchir aux conditions d'une massification des compétences pour concilier des enjeux qui sont parfois antagoniques. Nous allons donc pouvoir rentrer dans le vif du sujet à travers donc, ce programme de ce webinaire et demander à Nathalie Pratt, qui travaille à l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse et qui est membre du laboratoire de recherche en architecture, de bien vouloir nous exposer ce qui sont sous-tendus par les termes qui sont propres au bâti ancien et les enjeux que cela sous-tend. Nathalie, si tu le veux bien, donc je te passe la parole. Oui, bonjour à tous. Merci Andrés pour cette entrée en matière. Donc effectivement, pour commencer ce webinaire, nous avions pensé que ce serait intéressant de partager ensemble sur la signification des mots que nous utilisons dans le titre même de CREBA, puisqu'il s'agit de la réhabilitation responsable du bâti ancien. Donc ces mots qui paraissent ordinaires ont été choisis très précisément pour leur signification. Alors, dans un premier temps, et pour qu'on soit un peu tous d'accord sur le sujet, nous avons pensé que nous allions vous soumettre un petit sondage. Donc, je vais vous envoyer, là, voilà, je vais lancer le sondage. Et donc, vous devez voir apparaître 4 questions. Donc, on va vous demander de bien vouloir répondre à 2 questions maximum. Et donc, vous les voyez. Donc, pour vous, le bâti ancien, c'est des bâtiments de plus de 70 ans, des bâtiments en mauvais état, des bâtiments construits avec des matériaux traditionnels, pierre, briques, des passoires thermiques. Voilà, donc là, il vous suffit de cliquer et ça envoie immédiatement la réponse. Et moi, je vois un petit peu voilà, combien de personnes répondent. Comme actuellement, nous sommes 200, je vais arrêter le sondage parce que je vois que là, il y a déjà beaucoup de réponses. Et je vais vous faire part des réponses. Alors, je ne sais pas si vous avez répondu une fois ou deux, mais on voit que donc, les deux questions qui sont le plus, pour lesquelles vous avez le plus voté, les deux réponses, pardon, pour lesquelles vous avez le plus voté sont des bâtiments de plus de 70 ans ou des bâtiments construits avec des matériaux traditionnels tels que la brique et la pierre. Et donc, ben oui, vous avez effectivement relevé les deux éléments qui sont à la fois liés entre eux et les plus importants. Bon, effectivement, que ce soit des bâtiments de plus de 70 ans, c'est une condition indispensable, puisque toutes les études qui ont été faites montrent que cette date de 1948 est la période après à laquelle s'arrête finalement la construction traditionnelle et donc c'est un moment charnière dans les modes constructifs et on voit que c'est à ce moment-là que finalement la construction change de modalité. Effectivement, ce sont aussi des bâtiments qui sont édifiés avec des matériaux que l'on appelle vernaculaires, c'est-à-dire des matériaux traditionnels, la pierre, le bois, la brique, qui sont des ressources locales. Donc ça, c'est assez important de comprendre et de savoir que ce sont des matériaux locaux utilisés pour la construction
et dont la construction des bâtiments s'appuie sur des savoir-faire traditionnels, ancrés dans des traditions locales et tout à fait performantes par rapport à la mise en œuvre de ces matériaux quant à leur solidité, à leur comportement thermique par rapport au climat ou aux différentes implantations. Alors, c'est important de lier ces deux éléments à la fois parce que de dire que c'est construit avec des matériaux traditionnels qu'aujourd'hui on appelle géo-biosourcés, ce n'est pas suffisant si on ne le lie pas à la période de construction, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on peut construire, ce sont des modes constructifs qui se développent à nouveau, mais avec des savoir-faire techniques très différents. Alors, est-ce que en tout cas, ce ne sont pas ces bâtiments anciens, ne sont pas des bâtiments construits avec des matériaux industrialisés. C'est-à-dire, après 1848, on voit l'apparition de matériaux issus de transformation, comme le béton, l'acier ou la brique moderne, et qui n'ont pas les mêmes caractéristiques constructives que ceux que l'on trouve dans le bâti ancien. Après, la quatrième proposition que nous avions proposée, ce sont les passoires thermiques. Donc, évidemment, non. Ces bâtiments construits avec des matériaux traditionnels, vernaculaires, ne sont pas des passoires thermiques au sens où on l'entend aujourd'hui. Ils ont des qualités reconnues par rapport à la performance hygrothermique, qui ne sont pas du tout comparables à celles des bâtiments construits après 48, entre 48 et 75, où justement cette performance de la paroi n'est pas du tout prise en compte dans les matériaux industrialisés, puisque c'est la période de l'économie bon marché, et là on est vraiment dans un dispositif de passoire thermique. Alors, pour le CREBA, donc il s'agit aussi d'intervenir sur ce bâti ancien. Donc maintenant, on est bien d'accord sur ce que ça signifie, d'intervenir positivement. Et donc, il ne s'agit pas de perdre les qualités que peut avoir ce bâti, que ces qualités soient esthétiques ou physiques. Et il s'agit aussi d'améliorer le confort des habitants. Il y a bien sûr le confort d'usage qui peut être amélioré par des travaux d'aménagement, mais nous nous intéressons surtout au confort thermique et à la performance énergétique. Pour cette intervention sur le bâti existant, il y a plusieurs mots et nous avons choisi le mot réhabilitation. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, plusieurs mots sont utilisés. Le plus courant, c'est le mot rénovation. Il y a aussi le mot restauration ou le mot réutilisation. Donc, comme vous le voyez, ce sont des mots en re qui signifient reprise, répétition, réinvestissement, etc. Alors, nous avons choisi ce mot parce que nous nous sommes posé la question de comment qualifier le type d'intervention que nous soutenons et qui se veut respectueuse de l'architecture, tout en permettant son amélioration en termes de qualité de vie. Alors, nous avons choisi ce mot réhabilitation parce que c'est un mot heureux, mais en même temps, à l'origine, ce n'est pas un mot technique. C'est un mot qui exprime le retour de l'estime donnée à une personne, de lui rendre ses droits, de lui rendre sa réputation. Et ça signifie que l'on reconnaît les qualités initiales du bâti. Donc, c'est pour ça que nous avons choisi ce mot-là, parce qu'on reconnaît l'existence de ces qualités et on prend appui sur elles pour les remettre au goût du jour. Contrairement au mot couramment utilisé, qui est le mot rénovation, qui, dans le sens littéral du terme, signifie remettre à neuf, et donc dans le sens technique du terme, pourrait signifier aussi raser et reconstruire. Bon, aujourd'hui, c'est un mot qui a une directive partagée sur un sens beaucoup plus généraliste et qui ne va pas certainement jusque-là. Il y a aussi le mot restauration que vous connaissez bien et qui, lui, signifie simplement réparer avec des matériaux identiques et des savoir-faire techniques identiques. Et donc, il n'y a pas de dimension d'amélioration de la performance ou du confort. Le mot réutilisation, quant à lui, signifie simplement un changement d'usage, mais on ne connaît pas les modalités sur lesquelles il s'appuie. Alors, le troisième terme qui est mis en avant par le CREBA, c'est le mot responsable, donc réhabilitation responsable du bâti ancien. Et on entend par là qualifier une intervention
comme l'expliquait Andrés à l'instant, sur une action globale et qui s'appuie sur un diagnostic, sur l'ensemble des éléments, qui permet d'envisager des solutions qui intègrent les 3 dimensions, donc qui sont la dimension patrimoniale, c'est-à-dire le maintien des qualités architecturales du bâtiment, que ce soit dans le gros œuvre, dans le second œuvre, dans ses éléments de décor, qui maintient ou qui améliore, qui amplifie les dimensions énergétiques et environnementales, dans une recherche de performance qui doit être amplifiée avec des dispositifs qui sont compatibles avec le bâtiment existant, et cela en tenant compte de cette 3e dimension qui est la dimension technique qui est liée au comportement structurel et surtout hygrothermique du bâti ancien. Donc voilà, donc brièvement, la présentation de ces mots que nous utilisons et ces choix que nous avons faits dans le CREBA. Et pour passer maintenant la parole à Jacques Cruchon, qui de Cité remarquable de France et qui va introduire l'interview suivante. Bonjour, donc on va prendre la première diapo. Voilà, bonjour, donc on va avoir une petite 50aine de minutes là, de présentation de l'expérience de Joinville et d'un retour d'expérience également de Charles Cagny, artisan. En 2 mots, en introduction, Joinville, c'est d'abord une expérience remarquable, donc je vous invite à aller voir sur le site et aller voir sur place ce qui se passe. C'est quand même assez fabuleux ce qui se passe. C'est une petite ville aujourd'hui qui est inscrite au programme Petite Ville de demain et qui a à peu près 3200 habitants, qui est une ville qui a beaucoup souffert d'une déprise industrielle et par contre en corollaire d'une déprise démographique, et qui a son centre historique dont on parlera bien évidemment largement abandonné, jusqu'à ce que, depuis 2012, la municipalité décide de s'emparer du problème et de mener une politique extrêmement volontariste et ambitieuse. Alors, cette politique, elle se caractérise par un recentrage sur le centre historique de Joinville. Elle se traduit aussi par une AVAP, une aire de valorisation de l'architecture du patrimoine, qui a été approuvée en 2016. Et donc, Noémie Faux, chargée de mission de patrimoine, et Anthony Koenig, chef du projet urbanisme de la ville, vont intervenir lorsque j'aurai présenté Charles Cagny, puisque, effectivement, M. Cagny est une entreprise qui travaille régulièrement sur Joinville, et pas que sur Joinville. Hein. C'est une entreprise, l'entreprise Cagny, qui a presque une centaine d'années aujourd'hui, une entreprise familiale, et qui est dirigé par Charles Cagny, qui est avec nous aujourd'hui. Et Charles Cagny a été le premier artisan et co-artisan de Haute-Marne, hein, ce qui a du sens par rapport à l'intervention dont on va parler tout à l'heure, parce qu'effectivement, c'est une entreprise qui est essentiellement tournée, enfin très fortement tournée vers la restauration du patrimoine, avec bien évidemment le qualificatif éco-entreprise. Donc, je laisse la parole à Anthony et à Noémie. Avec une première interrogation, la municipalité, alors d'abord, elle s'est constituée autour d'une équipe aussi, hein, donc vous allez en parler, mais l'idée de municipalité actuelle qui continue, c'est de recentrer sur le secteur historique et d'abandonner l'étalement urbain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour cette ville ? Alors, ça veut dire en fait mettre en place l'ensemble des outils à disposition d'une collectivité, et vous l'avez expliqué, ça commence aussi par l'ingénierie, donc nous deux là que vous voyez, donc urbanisme et patrimoine, qui travaillons dans une même cellule en fait, hein, on travaille en totale complémentarité là aussi sur ces sujets qui sont intrinsèquement liés comme dans tous les centres historiques, et donc limiter, ça veut dire à la fois arrêter de programmer des nouveaux lotissements, ça peut paraître étonnant, mais même en zone très détendue de l'immobilier, on a toujours eu des projets en extension. Ça veut dire tenter aussi de travailler avec les services de l'État et autres partenaires pour que les communes autour arrêtent aussi les extensions.
Ça veut dire pas uniquement travailler sur les problèmes de lotissement, mais aussi sur les problèmes de zone commerciale. Là aussi, c'était la solution de facilité qu'on connaît partout. Je ne vais pas revenir sur ce sujet qui n'est malheureusement pas spécifique à notre cité. Donc, c'est déjà commencer par l'essentiel. Et ça coûte rien si ce n'est du courage, hein, parce qu'on pense toujours que tout coûte très cher. Ce qui coûte très cher, c'est parce qu'on n'a pas eu le courage de le faire avant. Mais au final, quand on s'y prend, ça coûte pas forcément très cher. Et après, c'est mettre en place d'autres outils qui, du coup, coûtent plus cher, mais qui sont en parallèle offrir une reprise possible de logements, mais aussi de commerce de foncier disponibles en général en cœur de ville. Alors, ou disponibles, mais qu'il faut vraiment aller chercher avec des aides pour qu'ils se débloquent, ou non disponibles. Et là, il n'y a pas que les aides, il y a toutes les procédures possibles pour débloquer ce foncier. Justement, je vous coupe, pardon, mais en 2 mots, justement, la VAP et les procédures et les outils, en 2 mots, effectivement, rapidement, que vous venez d'aborder un peu plus en détail, alors. La VAP, c'est indispensable pour avoir un cadre de qualité pour justement mettre en œuvre l'opérationnel, éviter de démarrer l'opérationnel si on n'avait pas un cadre pour faire bien. Et puis les outils, eh bien, c'est tout ce qui est possible. Donc on a une OPA RU, une opération programmée d'amélioration de l'habitat du renouvellement urbain, c'est un volet plutôt incitatif, accompagné d'une opération de restauration immobilière, ORI, donc coercitive, on va jusqu'à l'expropriation, et tous les autres outils qui sont connus, qui ont connu d'ailleurs des nouveaux changements là dans les dernières réformes, mais qui étaient traditionnellement les arrêtés de péril, les biens vacants et sans maître, les abandons manifestes, suivant qu'on connaisse ou pas l'identité du propriétaire, ce qui nécessite en amont, je ne vais pas dessus non plus, mais des études et repérages, hein, puisqu'il faut aussi avoir fait toute une étude sur le bâti et un repérage très fort. Voilà, tous les outils possibles, on essaie de les utiliser. Et là, j'ai donné quelques-uns, mais il y en a aussi. Il y a le bâton, Anthony, oui. Mais il y a la carotte aussi. Il y a le bâton, il y a la carotte, et nous, parfois, on dit même méchamment une grosse claque puis une caresse pour que les gens comprennent bien qu'il y a bien les deux. Mais voilà, il y en a, on met la caresse après, ça laisse un meilleur souvenir, mais il faut quand même à un moment oser et il faut intervenir, sinon ça ne se passe pas. Alors, en 2 mots, là aussi, les caresses, elles ont des euros au bout des doigts. C'est ça. En direction des propriétaires, en direction des commerçants, en 2 mots. Oui, alors en fait, on a mis en place des fonds d'aide spécifiques pour les propriétaires, alors en lien avec l'ANA pour certains, un fonds patrimoine spécifique en lien avec la région plutôt aussi, donc avec des grosses aides pour débloquer, mais vraiment de très grosses aides, parce que sinon personne ne venait, même quand on a mis en place des aides pourtant significatives, genre 40% sans plafond sur certains bâtiments pour façade, menuiserie, bois, toiture, sur le canal, etc. Et puis aussi des aides pour les commerces qui viennent uniquement en cœur de ville, et c'est là aussi intéressant quand on a des porteurs de leur dire, ben voilà, même s'il y a une cellule disponible dans la galerie de l'Intermarché, c'est en centre-ville qu'on vous aidera, vous pouvez y aller ailleurs, on ne peut pas vous l'interdire si ça existe en foncier, mais nous, on n'aidera pas. Vous avez lancé un slogan qui s'appelle « Oser Joinville ». Qu'est-ce que ça veut dire? Au départ, c'est une opération. Au départ, c'est une opération qui était de se dire ouvrons tous les biens qui sont à vendre dans le cœur de ville, puisqu'en fait, souvent, ce sont des biens, bon ou mauvais état, de qualité patrimoniale. Donc, on en ouvrait quelques-uns aux Journées du patrimoine. Ça donnait envie parfois à des gens qui discutaient en disant « Oh, mais c'est quand même pas si mal ». Ça donne aussi une autre appréhension de la ville. Hein. On découvre la ville derrière avec ses jardins, ses cours, parce qu'on a souvent une image que ce serait dense, absolument sans aucun confort possible, alors que là, on découvre qu'il y a une vraie qualité à habiter le cœur de ville. Donc ça a commencé avec cette première opération d'ouverture de tous les biens à vendre, alors accompagnée de promotion du territoire, de communication. Et finalement, comme ça a pris et que c'était intéressant, on a décidé d'appeler toutes nos opérations de revitalisation, que ce soit pour le commerce, l'habitat ou autre, Oser Joinville en fait. Bon, c'est pas très original, mais pour le coup, ça permet quand même d'avoir un peu une communication centralisée avec toujours au cœur l'idée de revitaliser, de revenir en cœur de ville. On a évoqué la question de la VAP, là, qui a 4 ans maintenant, qui est récente, mais qui produit des résultats. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Et surtout, par rapport au sujet qui nous intéresse, c'est de l'éco-restauration, d'une réhabilitation responsable, quelle est sa place par rapport à ce principe-là? Eh bien, en fait, elle a apporté le cadre déjà parce que les matériaux du patrimoine sont les matériaux éco-responsables. Donc, en fait, il y avait un vrai cheminement entre le patrimoine et l'environnement. On s'est bien rendu compte que ces matériaux étaient en général locaux, durables par essence. Et donc, tout ça avait un sens de ce point de vue-là. On a commencé, grâce à elle, à faire des premières opérations de réhabilitation qui nous ont permis aussi de tester et l'outil AVAP en tant que réglementaire, mais aussi la préconisation de ces matériaux. Et j'irais dire, même si elle est encore toute fraîche, parce que 2016 c'était hier, elle a quand même été conçue dès le début des années 2010. Et on se rend compte maintenant que comme on a beaucoup travaillé, même s'il faut encore beaucoup travailler parce qu'on part de très loin, eh bien elle commence presque à être déjà un peu limite en termes d'exigence et de qualité. Et on pense qu'on pourrait passer la deuxième de ce point de vue-là, d'où notre projet de PSMV.
Alors, j'ai dit AVAP tout à l'heure, j'ai dit aire de valorisation de l'archive du Ah patrimoine. oui, Anthony vient de parler donc de PSMV, PSMV, c'est du plan de sauvegarde mise en valeur. Et voilà. effectivement, c'est un gain, un gap plus exactement. Et je pense que c'est Noémie qui est un petit peu la Oui, responsable, tout à entre fait. guillemets, de cette volonté de gap. En 2 mots, là aussi, Oui. pourquoi ce gap, Le Noémie? gap, on n'a pas bien compris. Mais Le, pourquoi le- vous voulez, enfin, qu'est-ce qui fait que vous avez l'hypothèse de passer d'une aire de valorisation à un plan de sauvegarde? Ah, un PSMV. Alors, l'idée... PSMV. Oui, on a l'habitude des acronymes, hein, c'est pas très bien, mais c'est une habitude. Alors, l'idée, au départ déjà de la ville, c'était avant tout de mettre un PSMV, mais voilà, on n'avait pas forcément le passif pour, puisqu'il n'y avait pas eu de document d'urbanisme avant 2007 à Joinville. Et surtout, on n'avait pas une idée précise de ce qu'il y avait dans les intérieurs des maisons, puisque l'intérêt du PSMV, du plan de sauvegarde, permet également de protéger les intérieurs et d'aller aussi un peu plus loin sur les matériaux, notamment en imposant le bois, par exemple pour les menuiseries, et également de travailler sur les espaces publics. Donc on n'était pas forcément, la ville n'était pas forcément assez mûre au début des années 2010 pour aller vers ce type de document, d'où le choix du ZPPAUP puis du NAVAP à ce moment-là. Et donc, du coup, aujourd'hui, grâce au travail d'inventaire qui a été réalisé depuis le milieu des années 2010, depuis 2014, on a inventorié plus de 250 maisons sur le centre historique, inventaire de la cave au grenier. On a pu se rendre compte de la qualité des intérieurs et donc de la nécessité de les protéger aussi en allant un peu plus loin avec ce projet de secteur sauvegardé. On va en parler aussi tout à l'heure avec l'intervention de Charles, mais les restaurations associées à cette reconnaissance du patrimoine, qu'est-ce qu'elles donnent comme résultat en termes de vécu, en termes de confort, en termes d'économie d'énergie, en termes de retour de l'habitant? Je peux répéter la question, c'est ça? Alors, les restaurations notamment écologiques, on va dire, avec l'utilisation, on va le voir avec Charles, notamment du béton de chambre, offrent vraiment des qualités de vie, en fait, beaucoup plus intéressantes que des isolants type laine de verre, etc., ou polystyrène, c'est encore pire. Il y a une vraie qualité de vie, on l'a vu sur des restaurations exemplaires. On a un meilleur ressenti à l'intérieur avec ces isolations, moins d'humidité, enfin voilà, c'est beaucoup plus adapté en fait au bâti, et donc du coup il y a moins de dysfonctionnement dans le bâti, ça laisse passer l'humidité, ça laisse passer la maison respire en fait, et donc on conserve les qualités du bâti ancien tout en les améliorant. Et le retour en termes de désir de revenir habiter, voire même d'abandonner du logement de périphérie, vous le sentez, c'est pas encore très à fait marqué? Alors, c'est difficile de dire à ce stade-là parce que 8 ans depuis la décision, mais allez, 5 ans d'opérationnel, c'est très très court. On est sur une saignée démographique depuis 1982 sans discontinuité. On a localement quelques personnes qui commencent à revenir au centre. On en a quand même quelques-uns, mais ça peut venir aussi des villages autour. Voilà, on a un petit peu ces éléments. C'est encore timide. Par contre, on peut avoir des gens de l'extérieur qui s'intéressent à la ville. C'est-à-dire que ce qu'on a fait pour la rendre un peu meilleure au niveau local a parfois plus de répercussions en extérieur qu'en local. C'est-à-dire que des gens qui vont se promener, découvrir par hasard. Et notamment, il est vrai, depuis le premier confinement, ce qu'on n'avait pas du tout, les gens de la région parisienne ne regardant malheureusement pendant longtemps que le Perche, la Bretagne ou je dis n'importe quoi, le Vexin, eh bien se rendre compte qu'il y a des choses pas chères et intéressantes dans des régions, certes vers l'Est, où ils regardaient moins. Il y a quand même tout doucement, on sent venir des nouvelles personnes. Et nous, ce qui est intéressant aussi en termes de retour, vous parlez de retour dans ces logements, c'est que les logements réhabilités, notamment dans ces règles de l'art, et on a quelques exemples désormais,
eh bien, eux rencontrent une satisfaction ou des propriétaires occupants ou des locataires, hein, parce qu'on a fait quelques projets aussi avec du locatif. Et pour le coup, ça a créé un vrai choc de l'offre, puisque quand on a commencé les réhabilitations, il y avait quand même encore cette image de toute façon, en centre historique, c'est compliqué, ça va pas être sympa, il y aura pas de lumière, je sais pas quoi, tous les clichés qu'on raconte. Mais sauf qu'on se rend compte que quand on valorise bien le bâti avec les bonnes techniques, les bonnes lumières, qu'on enlève un peu les adjonctions qui parfois n'ont pas été heureuses, et qu'on retrouve vraiment ce qui a fait sa qualité de départ, et bien on a de très bons retours aussi. Donc ça, c'est aussi nos ambassadeurs, ceux qui y habitent aujourd'hui. En termes de gouvernance, comment fonctionne, alors, vous êtes là, le binôme technique, le maire est effectivement très présent, le conseil municipal, d'après ce que dit le maire, a fini par être convaincu, progressivement, semble-t-il. Mais comment, au niveau ingénierie locale, comment vous fonctionnez? Et puis parlez-nous aussi du comité local d'accélération, s'il vous plaît. Alors, en fait, le comité local d'accélération des politiques publiques, ça a été le premier outil mis en place, avant même qu'il y ait de l'ingénierie au sein de la ville. En gros, pour résumer, le maire a récupéré la ville dans des conditions très particulières, de surendettement possible, au-delà de tout ce que vous avez expliqué de crise économique et démographique, et chercher des solutions en disant « moi, je ne sais plus par où il faut commencer, la ville s'écroule, mais elle pourrait être belle, en même temps, j'ai d'autres problèmes à gérer, je fais quoi ?» Et donc, il est allé chercher le préfet, qui lui a dit « écoutez, à solution extrême, à situation extrême, solution extrême, on réunit tout le monde. » Donc, ce comité local d'accélération des politiques publiques, c'était de réunir tous les acteurs qui touchent à la ville, le patrimoine, mais aussi les écoles, par exemple, les lycées, les collèges, la gendarmerie, les services sociaux, l'ARS, enfin tout le monde, autour d'une même table. Donc voilà, on a tous un problème commun, c'est la ville et comment on intervient dessus. Donc il y a eu déjà ça a permis de rapidement, en tout cas, générer des premiers diagnostics partagés de ce qu'il fallait faire, de l'état de la situation, de ce qu'il fallait faire. Et une des premières préconisations qui avait été faite par l'État en disant à la ville, on va vous aider, c'est équipez-vous en ingénierie. D'où mon arrivée en 2012 assez rapidement, puisque l'État lui aura dit, vous n'arriverez pas s'il n'y a pas d'ingénierie en interne. C'est pas possible, on peut vous aider de temps en temps sur une situation, mais on n'aura pas d'ambition et on ne suivra pas. Et après, on a eu l'opportunité avec l'AMI Revitalisation du Centre-Bourg d'avoir un deuxième poste, notamment celui de Noémie, qui moi me paraissait indispensable parce qu'en tant qu'urbaniste, plus je découvrais la qualité architecturale et les enjeux, et plus je me disais, moi tout seul, je ne pourrais pas tout gérer, il faut qu'on soit structuré vraiment en cellules. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour comment ça a évolué. En termes de gouvernance, eh bien c'est souvent le maire et le préfet. Hein, on a dans les départements peut-être ruraux, c'est peut-être moins grand départements urbains, une très forte présence encore des services de l'État et du préfet sur tous ces sujets. Et donc, c'est un peu une coordination entre les deux. On a eu plus de difficultés avec notre intercommunalité, où on n'était vraiment pas dans l'enjeu du centre-bourg, mais plutôt dans qui peut prendre la présidence pour continuer de faire des lotissements et nous autoriser à étaler. Donc voilà, je le dis très honnêtement, l'interco qui parfois est devenue une religion d'État n'est pas la solution pour tout, et là ne l'est en l'occurrence pas. C'est plutôt quelle est la gouvernance pour aussi surveiller les territoires et les laisser parfois s'organiser et respirer. Mais globalement, voilà un petit peu comment ça s'organise. Et au quotidien, on a évidemment une petite ville, donc un maire qui vient, si ce n'est tous les jours en mairie. Donc on fait le point directement, chaque sujet, chaque chose directement avec le maire et bien sûr avec les adjoints, mais aussi une commission urbaniste qui depuis la dernière élection s'est étoffée et un petit peu rajeunie, qui a été aussi important pour nous, et suit davantage ce qu'on faisait. C'est vrai que sur les mandatures précédentes, on a eu de la chance d'avancer très vite parce que le maire motivait le conseil, mais parfois il était, non pas tout seul, mais il y avait quelques élus motivés et il fallait un petit peu que tout le monde comprenne. Ça fait peur au début hein, quand on dit on va exproprier, on va obliger, on va mettre un cadre, on va mettre des fenêtres en bois, enfin voilà, ils ont tous un peu peur. Mais une fois que ça commence à marcher, que les premiers résultats qui sont là avec les premiers retours, tout le monde a envie d'y aller, ou en tout cas, on peut difficilement contester. Voilà, et nous on est la cheville ouvrière du quotidien. Voilà, pour les participants, si vous allez sur YouTube, vous verrez effectivement des films qui tracent un petit peu ce qui se passe sur Joinville et les propos que vient de dire Anthony, le maire les tient librement, donc effectivement, il n'y a aucun secret par rapport à ça. C'est clair en termes politiques, la direction est claire et les propos sont clairs. Vous avez aussi une action foncière forte. Alors, j'ai quand même 3200 habitants, pardonnez-moi, mais ce n'est pas très grand. Donc, comment se passe cette action foncière et avec quels moyens? Et également, quel est le budget que vous consacrez tous les ans à inciter ces restaurations? Donc, deux questions, le portage foncier et les moyens financiers pour ces restaurations. Alors, jusqu'à maintenant, le portage foncier, c'est nous tout seuls parce qu'il n'y avait pas d'outils dans l'ancienne Champagne-Ardenne. Et depuis la fusion avec la région Grand Est, nous venons de les rencontrer il y a 2 jours. L'établissement public foncier de Lorraine s'est étendu à l'ancienne Champagne-Ardenne. Nous allons pouvoir bénéficier du travail et du portage foncier.
avec l'établissement public, ce qui va peut-être alléger un petit peu notre budget, mais c'est pas énorme les achats à Joinville parce que le prix de l'immobilier est très très bas. Donc moi, avec 50, 60, 70 000, 80 000, allez, les meilleures années d'achat, je suis à peu près bon pour arriver à faire mes suivis d'immeubles. J'ai des immeubles à 1 000 euros, à 5 000, à 20 000. Donc ça n'a pas été le problème du budget du foncier. Voilà, non mais voilà, le foncier était à un prix très bas. Cependant, on oublie que c'est toutes les procédures d'expropriation ou de forte incitation au rachat qui sont lourdes, et effectivement d'avoir un nouvel acteur à nos côtés, ça va peut-être nous alléger un petit peu de ce point de vue-là, mais financièrement c'est effectivement les travaux qui sont les plus lourds. Alors vous dire le budget, je peux vous dire que chaque année la ville consacre 350 000 euros, c'est énorme pour 3 000 habitants. En général on est à 20, 30, 50 000 pour certaines villes bien plus grosses que nous, donc nous c'est un choix que j'arrive à maintenir avec le maire. On a déjà dit justifié dans le conseil pour bien expliquer pourquoi. Si on ne met pas 300, 350 000 euros chaque année d'aide au privé, on n'a pas les résultats qu'on a aujourd'hui dans une ville qui était en déprise totale et sur des travaux d'hyper qualité, sur de la bonne finance, bien sûr. Et donc ça, c'est important. C'est mon outil presque plus important encore que le foncier lui-même maintenant, puisqu'on est en vitesse aussi de croisière. Et voilà, tout cumulé, on va être à 400, 450 000 hors opérations spécifiques comme un immeuble qui serait racheté avec une réhabilitation clé en main. Je dirais que c'est des cas à chaque fois qui ne sont pas forcément le budget annuel classique, mais qui peut pendant 2 ans rajouter quelques centaines de milliers d'euros investis dans ce cadre-là. On essaye aussi d'avoir des partenaires. C'était pas simple au début, il fallait convaincre, mais maintenant qu'on a quelques exemples concrets, c'est mieux. Les partenariats, s'il vous plaît, justement. Et un partenaire, alors bien sûr le bailleur public, surtout en zone détendue où il y a peu de privé et même peu de public, c'est le bailleur public qu'on a dû convaincre aussi, qui ne voulait pas forcément venir en cœur de ville, ce qu'on pouvait comprendre vu les coûts et vu le faible marché, qui maintenant est convaincu avec 2 premières opérations et il veut bien aller sur 2 autres. Et bien sûr les partenaires privés qu'on va chercher, qui sont des opérations comme on en a parlé tout à l'heure avec Osez Joinville et dans tous nos réseaux et toutes nos communications qu'on essaye d'avoir. On entretient aussi tous les gens qui ont acheté dans la ville et qui réhabilitent en partenariat avec nos aides. Et bien on essaye d'en faire des ambassadeurs pour qu'eux aussi nous ramènent d'autres gens. Et voilà, au début on tire un peu sur la pelote et après on finit par avoir un peu tout qui arrive. C'est encore long, mais voilà, nous on part de très loin. Donc les gens qui découvraient notre ville se diraient oulala, il y a du travail, mais ils seraient venus il y a 10 ans, on dirait ils ont bien travaillé. Voilà. Deux questions encore, il y en aura d'autres, mais 2 questions qui sont un peu associées. J'ai vu sur votre documentation que vous avez entamé une procédure d'inscrire dans les métiers d'art l'artisanat du bâti. Et la deuxième question, donc ça me semble quelque chose d'original, en tout cas, et d'important. Et la deuxième question qui intéresse, les 2 questions intéressent Charles, mais la deuxième question aussi, les chantiers participatifs, parlez-en également un peu plus détaillé. Noémie. Alors, pour la question des métiers d'art, on travaille notamment avec la mission métiers d'art de la région Grand Est depuis 2 ans maintenant. Et l'idée, c'était effectivement de travailler sur cette problématique. L'idée, c'était, on travaille sur le patrimoine et donc autant valoriser les artisans qui travaillent sur ce patrimoine et sur sa valorisation. Donc, du coup, l'idée, c'était de référencer les artisans métiers d'art du secteur qui n'ont pas forcément l'habitude de se faire référencer métiers d'art parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont maçons avant tout et que maçon c'est pas forcément un métier des métiers d'art pour le grand public alors que ça fait vraiment partie de la démarche. Donc voilà, l'idée c'était de les référencer. L'entreprise Cani en fait partie. Ça permet de les promouvoir. Ça nous permet à nous aussi d'avoir une liste d'artisans référencés de qualité, reconnus métiers d'art, qu'on peut proposer au public, puisque voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des artisans de qualité. Donc ça, c'était notre première démarche, et ensuite de pouvoir les valoriser aussi à travers des opérations comme les Journées européennes des métiers d'art. Il nous reste 2 minutes, Noémie, pardon. Il nous reste 2 minutes. Abordons la question de chantier participatif, sur lequel je pense que Charles pourra aussi parler avec vous. Et mordre sur le temps de Charles, alors. Allez-y. Alors, la question des chantiers participatifs, pareil, c'est des opérations que la ville porte qui permettent de faciliter un peu les chantiers, les réhabilitations en réduisant les coûts et d'inciter des propriétaires qui ne seraient pas forcément aptes financièrement à porter des gros travaux à les accompagner et donc du coup à les inciter davantage à aller vers des travaux de plus grande qualité et notamment aussi à valoriser des techniques anciennes comme la peinture à la farine
et les enduits à la chaux, le badigeon à la chaux, etc. Et donc que le public aussi se réapproprie ces matériaux anciens et du coup les utilise beaucoup plus aisément. Et de la convivialité aussi. Pardon, oui. Oui, Anthony, quoi? Pardon? Non, je disais, et ça permet aussi des moments conviviaux, puisque nous sommes directement maçons avec les maçons et avec les bénévoles, et donc on échange énormément du coup sur la qualité de ce qui est fait, sur le bâti lui-même, sur les enjeux, parce que les gens ils ont parfois des questions qu'ils ne poseraient pas dans une réunion, dans un croisement, mais quand on a passé quelques jours en chantier, eh bien on peut aussi faire passer des messages sur les enjeux de la réhabilitation et la qualité des matériaux de manière plus détendue. Et comme ça, les habitants deviennent vraiment acteurs de la réhabilitation. Et est-ce que du coup, on peut parler d'une formation partagée, y compris avec des artisans qui se formeraient dans ces processus-là, de manière Alors, les marginale, artisans certes, ne se forment pas directement, mais les artisans participent à nous former directement plutôt. Voilà, le papa de Charles Cagny est notre formateur, attitré. Il vient bénévolement sur nos chantiers pour enseigner les techniques de l'enduit à la chaux, etc. Et ça, c'est très précieux pour nous et pour l'ensemble des participants, puisqu'on découvre directement la qualité de ces matériaux et de leur application. Merci Anthony, merci beaucoup. Ouais, je me permets juste de dire, parce que certains vont dire attention, chantier participatif, les entreprises vont pas être contentes. Au contraire, donc elles sont acteurs, enfin en tout cas pour l'entreprise Cagny notamment, et surtout quand les gens voient des travaux de qualité et comprennent pourquoi ça peut avoir un coût, etc. Résultat des courses, ils seront peut-être plus demandeurs au contraire de travaux de qualité auprès des entreprises, plutôt que de ne pas savoir pourquoi c'est plus cher et pourquoi c'est meilleur pour le bâtiment. Voilà. Merci beaucoup. Et j'ai entendu parler du papa de Charles Cagny, donc ça veut dire que la transition se fait immédiatement. Et donc, parlez-nous un petit peu, Charles, de l'historique de votre entreprise, en quelques mots. Oui, bonjour à tous. Nous, en fait, l'entreprise, elle est fondée depuis les années 30, précisément en 26. Et donc, à l'origine, c'est mon grand-père qui a fondé l'entreprise à Joinville. Et ensuite, c'était mes oncles qui ont repris. Un oncle, ensuite un autre oncle, mon père. Et moi, depuis fin 2011, début 2012. Voilà. Et donc, c'est vraiment une entreprise familiale. C'est transmise de père en fils. On a toujours travaillé sur le bâti ancien. Après, suivant les périodes, il y a eu aussi par rapport à la demande aussi également, il y a eu forcément des modifications. Tout ce qui est période d'après-guerre, il fallait reconstruire énormément. Et donc, du coup, certains types de travaux, il y a eu des travaux de toute nature, aussi bien du neuf et plusieurs rénovations. Maintenant, c'est vrai qu'on tend beaucoup plus sur la rénovation, préserver le bâti ancien, chose qu'on a toujours quand même fait par le temps auparavant, avec la maçonnerie de pierre et les enduits à la chaux notamment. Vous êtes, je dis tout à l'heure, vous êtes le premier artisan, éco-artisan de Haute-Marne. Et oui. Quel rôle vous jouez en tant qu'éco-artisan vis-à-vis des propriétaires? Quel rôle vous avez, enfin, comment se passe la relation avec la maîtrise d'œuvre? Quel rôle vous jouez dans la définition des travaux, dans le conseil, avant l'exécution elle-même? Éco-artisan, en fait, si vous voulez, c'est formaliser quelque chose qu'on doit quand même faire en temps normal, mais là, c'est vraiment concret et appuyé. C'est le principe de conseil. On doit quand même aiguiller les gens sur ce que l'on doit faire et ce qui est bon à faire également au niveau thermique et économique, si vous voulez. C'est toute la démarche logique de rénovation du bâtiment. Vous n'allez pas, par exemple, faire poser une chaudière neuve dans un bâtiment où les ouvrants n'auraient pas été repris auparavant. Vous voyez, donc c'est surtout un devoir de conseil et d'information aux gens. Ça passe par le biais aussi de formation, justement, pour permettre de bien conseiller correctement ces personnes. Et on est en mesure aussi de faire parfois des études thermiques pour aussi les aiguiller sur les solutions et les choix qui peuvent s'amener à eux. Est-ce qu'il vous arrive aussi d'avoir un dialogue avec la maîtrise d'œuvre pour définir, réorienter, orienter oui, c'est la base. Ouais, c'est la base. C'est justement ce devoir de conseil-là lors du premier rendez-vous, suivant les cas. Mais si vraiment on part d'un projet qui part vraiment de loin ou qu'il reste vraiment plus que les 4 murs, entre guillemets, c'est là que ça prend tout son sens, parce que le devoir de conseil est primordial. Il faut vraiment aiguiller les gens, parce que parfois, ils ne peuvent pas forcément se payer une vraie maîtrise d'œuvre. Ils ne peuvent pas forcément passer tous par un architecte.
on tend à le faire. Si les gens ont le budget, c'est quand même l'idéal, évidemment. Après, si vraiment c'est limité, on essaie de faire au mieux pour essayer de dégrossir tout ce qu'il y a à faire, les priorités et comment le faire. Surtout pour justement le bâti ancien, c'est quand même très particulier. On n'y fait pas n'importe quoi, donc il faut les aiguiller sur les types de matériaux, la façon de faire et puis l'ordre chronologique des choses quoi aussi. Justement, vous avez évoqué le chaud-chambre, vous avez l'habitude de travailler ces matériaux. Est-ce que vous utilisez d'autres matériaux? Quels sont les choix que vous faites? Quelle appréciation vous avez sur les qualités et inconvénients des différents matériaux, si tant est qu'ils en aient? Pour tout ce qui est bâti ancien, si vous voulez, il faut garder le principe de respirance du mur. Il faut que l'humidité puisse traverser le mur sans obstacle, aussi bien de l'intérieur vers l'extérieur et aussi l'inverse. Il faut aucune barrière. Donc du coup, dans le bâti ancien, on va privilégier des matériaux qui sont quand même, entre guillemets, respirants, justement. Et on va du coup éviter tout ce qui est laine minérale classique, tout ce qui est polystyrène, comme on parlait tout à l'heure. Ce sont des bons produits, mais c'est des bons produits pour les maisons, on va dire, neuves, entre guillemets, ou modernes. Ce n'est pas adapté sur le bâti ancien lorsque vous avez un colombage ou si vous avez de la maçonnerie de moellon ou autre. Sur ce type de bâtisse, on va privilégier des matériaux biosourcés, comme vous disiez, le béton de chambre. Le béton de chambre, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Nous, ça fait une vingtaine d'années qu'on le travaille déjà. Mon père était, oui, ça fait une bonne vingtaine d'années que mon père, avant sa retraite, travaillait déjà sur l'application du béton de chambre. Donc, on a vu quand même pas mal progresser ce matériau, ainsi que sa mécanisation, parce qu'au début, tout se faisait à la main. Il y a une dizaine d'années, on avait des machines hybrides. Maintenant, on a vraiment des machines qui sont très, très performantes. Donc, nous, on a justement une machine de ce type-là qui nous permet de projeter de façon mécanisée, ce qui permet aussi de diminuer le coût de vente du produit et puis d'avoir une meilleure homogénéité, une meilleure qualité de la chaîne vote. Et du coup, voilà, ce sont ces genres de produits qu'on va privilégier dans le bâti ancien parce qu'ils laissent respirer, ils régulent l'humidité dans le bâti ancien. C'est une des choses les plus importantes. C'est vraiment réguler l'humidité parce que c'est un des premiers désordres dans le bâti ancien. Et aussi, l'avantage, c'est que ça ne se tasse pas, contrairement à une laine classique, une laine minérale ou une autre laine. Voilà, le béton de chanvre, lui, il ne bougera pas et il ne se tassera pas. Et en plus de ça, c'est comme un répulsif naturel. Les souris, les insectes ne viendront jamais se frotter au béton de chanvre du fait de la chaux qui les brûle et puis le chanvre qui est un répulsif naturel. On a parlé de la dynamique qu'a impulsée la collectivité et les techniciens là, de la ville. Vous vous inscrivez comment dans ce processus en termes de participation aux ateliers, participation aux animations, les conseils, etc. Comment vous, en tant qu'entreprise, mais éventuellement de manière plus large des entreprises plus exactement, s'inscrivent dans ce processus? Justement, tout à l'heure, vous parliez des chantiers participatifs et avec l'interférence entreprise et autres. Justement, grâce aux chantiers participatifs, il faut quand même souligner qu'il y a des chantiers qui ont été faits et qui n'auraient pas pu aboutir sans ces fameux chantiers participatifs. Vous voyez, parfois, ça permet de faire le bout sur un chantier de qualité. Donc, ça nous est arrivé de faire justement le béton de chanvre et les enduits. Et pour des raisons économiques, les gens ne pouvaient pas aller jusqu'au bout de la démarche en faisant l'application des badigeons ou autres. Donc, ce sont les gens qui le font eux-mêmes par le biais aussi des chantiers participatifs. Donc, ça permet d'avoir une restauration de qualité et avec le prix de rester dans le budget des gens quoi, aussi. Et donc, ça, ce sont les chantiers qui n'auraient pas pu se faire autrement. Et là, c'est du bénévolat ou complet de votre part, ou il y a une participation financière? Parfois, on en aide en donnant des matériaux, ça dépend des cas, mais sinon, c'est plus, c'est vraiment la ville qui gère ça par le biais avec Anthony et Noémie qui eux-mêmes gèrent les chantiers participatifs, quoi. Nous, on donne un coup de main comme ça. Mon père, qui est retraité, lui aussi, des fois, justement, participe, comme il disait, il donne toujours, il aiguille, quoi, il essaye de montrer aux gens également. Donc, Et votre père, c'est des conseils, là aussi, c'est du bénévolat qu'il fait ou il s'inscrit dans une structure particulière, une association ou... Ah oui, lui, il est en retraite ouais, depuis 2012, donc bon, il s'occupe.
il vient aider, il aime faire ça, donc il veut pas se déconnecter du travail. Donc tout ce qui est chantier participatif et tout ça, il a toujours aidé. Il a toujours aidé à Maison Paysanne également. Il a toujours été dans la participation de ces chantiers bénévoles et démonstratifs. Intervenir sur le bâti de Joinville, hein, qui est un bâti effectivement en difficulté mais exceptionnel, ça demande, comment dire, ça demande des points de vue partagés entre différents corps d'État. Comment est-ce qu'il se construit des équipes capables de proposer les services et de répondre aux appels d'offres? Est-ce qu'il y a des échanges entre les entreprises? Est-ce que éventuellement vos représentants professionnels jouent un rôle dans ce processus? Oui, on fait quand même très attention avec la maîtrise d'ouvrage à voir qui le compte justement soumissionner, voir avec qui il compte travailler, parce que c'est quand même très important pour nous de savoir à qui on a affaire avec les collègues, quoi. En fait, si vous voulez, il faut vraiment que ça soit une osmose entre les différents corps d'État. Il faut bien qu'on parle de la même chose, quoi. Donc, pour ma part, c'est vrai que je fais toujours attention à savoir qui est le menuisier, qui est le couvreur et tout ça, parce que tout ça, il y a des travaux induits, il y a des interférences de chantier. Et si on a affaire à des entreprises qui ne sont pas trop averties sur ces problèmes-là ou qui n'ont pas l'habitude du bâti ancien, ça peut vite amener des problèmes aussi bien pour nous que pour le client. Et on fait très attention à ça. Donc, en général, on essaie quand même d'aiguiller les gens sur telle ou telle entreprise au mieux qu'on peut, hein. Après, c'est forcément le budget qui fait, et puis aussi la relation client. Mais tant qu'on peut, on essaie quand même de répondre en groupement ou de voir, d'expliquer bien la démarche, quoi. La nécessité de prendre des entreprises qui parlent bien de la même chose, quoi. Ce sont des groupements momentanés que vous créez, ou c'est des groupements plus constitués de manière durable? Non, c'est informel, hein. Pour le particulier, en général, bon, il n'y a pas. Voilà. Après, dernièrement, il y a justement l'exemple de Joinville pour le 26 rue des Marmousets, la mission Berne. Là, c'était un appel d'offres et donc, du coup, on a répondu de façon groupée. Donc, le lot couverture charpente, la maçonnerie taille de pierre et le lot menuiserie, donc 3 entreprises avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Donc, on a répondu conjointement tous les 3 sur l'offre afin de faire une offre globale. Et comme ça, bon, c'était quitte au double, hein, et au moins, si ça passait, on était sûr de travailler avec les personnes que l'on voulait, quoi. La maison Berthe, c'est une maison en pente de bois qui date du 15e, 16e? C'est 16e, il me semble, si je 16e, dis pas c'est de ça, hein. bêtises. Donc, Corrigera, mais ouais. toujours dans les vidéos de la ville, elle est mentionnée, hein, elle apparaît, cette maison. Ouais. Justement, vous avez répondu là à la commande publique avec un groupe momentané, en quelque sorte, d'entreprise. Est-ce que vous sentez une évolution de la commande publique et de la commande privée qui va dans le sens justement de ce qu'il faut faire par rapport à ce bâti? Ou est-ce qu'il y a encore quelques difficultés à avoir un appel d'offres en adéquation avec les besoins du bâtiment? Ça va mieux. On va dire que ça va mieux parce qu'il y a encore quelques années de ça, c'est assez récent, hein, moins d'une dizaine d'années, c'était vraiment le prix qui faisait la loi sur les appels d'offres, hein. Donc, on voyait vraiment tout et n'importe quoi. C'est pour ça que nous, on répond très peu aux appels d'offres. Moi, je réponds vraiment sur des chantiers où je vois que techniquement, c'est spécifique ou des choses vraiment qui nous tiennent à cœur. Et du coup, là où il y a vraiment une valeur technique, quelque chose de particulier, quoi. Parce que le problème du prix, c'est que forcément, tout le monde est capable de faire un prix, hein, ce n'est pas un souci, mais après, c'est voir ce qu'on fait derrière, quoi, au niveau qualitatif. Et maintenant, c'est vrai que les maîtres d'œuvre et puis même les maîtres d'ouvrage font de plus en plus attention quand même au niveau qualitatif de la chose, parce qu'ils se sont quand même bien rendus compte qu'au final, payer moins cher, c'est que forcément, ce n'est pas une économie, il y a forcément des soucis derrière, si c'est pour avoir des avenants ou avoir des soucis de stabilité ou autre plus tard, bon, il n'y a aucun intérêt, quoi. Et donc, du coup, c'est vrai que par rapport aux dernières restaurations qu'on a fait sur Joinville, ça fait quand même son effet parce qu'il y a quand même des gens qui nous contactent par rapport à tel ou tel bâtisse, telle rénovation. Et donc, voilà, les gens, tant qu'on expose bien la façon de faire, ce que l'on compte faire, comment on le fait, comment on le conçoit,
ben voilà, les gens après ils adhèrent, hein, quitte à en faire peut-être un petit peu moins, mais le faire correctement, quoi. Mais de toute façon, en général, la boucle est bloquée parce que ça coûte pas forcément plus cher de le faire correctement, au contraire. Parce que au moins, il n'y a pas à y revenir d'ici quelques années, quoi. Le travail est fait bien dès le démarrage et voilà. Une des observations qu'on a parfois, enfin même souvent, peut-être pas chez vous, mais d'entreprises qui font bien, hein, qui sont dans un cycle vertueux de restauration, sont confrontées à des entreprises qui travaillent de manière plus traditionnelle avec le ciment, des choses comme ça. Et donc, il y a un sentiment de concurrence déloyale, hein. Alors, qui peut être résolu parce que la commande implique des matériaux correspondants, mais est-ce que cette question justement de la concurrence des gens qui ne font pas ce qu'il faut, elle existe, elle se traite et comment évolue-t-elle? Bah oui, de manière, chaque jour, on est quand même confronté à cela. Après, c'est vrai que ça à nous, enfin, c'est à moi, pour moi personnellement, pour notre entreprise, de faire le travail, d'expliquer aux gens. C'est toute une démagogie, si vous voulez. Parce que les gens, forcément, ce sont des non-sachants. Nous sommes les sachants. Et c'est là la grosse partie du travail, c'est de détailler au maximum le devis, d'expliquer vraiment ce que l'on va faire, ce que l'on doit faire, comment on le fait, et quel matériau utiliser pour le bien du bâti et tout ça. Parce que les gens, bon, à part deux, trois recherches sur Google, puis forcément, en général, ils tombent sur des bêtises. Donc voilà, c'est toute une démagogie à avoir d'explications. C'est comme si on avait des élèves en face de nous, quoi. Et donc, Et là, l'appui de la ville, il est présent dans cette démarche-là? bah, oui, je pense, oui, il y a une surveillance quand même par rapport au niveau des devis, il y a un contrôle par rapport à ce qui est fait, et puis oui, D'accord. on fait pas n'importe quoi non plus. Mais après, des fois, il y a tellement de petits points particuliers, si vous voulez, que c'est pas évident de. Si les devis sont pas bien détaillés, si c'est marqué enduit, vous ne saurez pas exactement quel type d'enduit. Voilà. Si c'est un enduit industriel, si c'est un enduit traditionnel, il y a pas mal de. Ça dépend vraiment jusqu'où on va, quoi. Une dernière question, si vous voulez bien. Joinville devrait, enfin, semble-t-il, jouer un rôle, enfin, c'est même pas semble-t-il, c'est une évidence, jouer un rôle moteur sur le territoire au sens large du terme. Est-ce que vous sentez qu'effectivement, dans la périphérie, dans des communes voisines ou un peu plus éloignées, l'initiative de Joinville fait des petits en quelque sorte et génère des comportements ou des ambitions un peu semblables? Est-ce qu'il y a quelque part, alors je ne parle pas de ruissellement, mais est-ce qu'il y a un effet d'entraînement en tout cas qui existe lié à l'exemple de Joinville? Ah oui, oui, je pense que l'impulsion est là, parce que c'est vrai que comme Joinville passe régulièrement à la presse, que ce soit papier ou télévisuel, on est quand même montré un exemple, le bon exemple. Et du coup, c'est vrai qu'il y a quand même des petites communes, même des grosses communes qui nous regardent et qui s'en inspirent. Notamment là, dernièrement, justement, j'ai été sollicité par la mairie de Montier-en-Der, donc une commune à une trentaine de kilomètres de Joinville, pour une rénovation bien spécifique sur du colombage. Justement, donc là, c'est du travail, on va faire du béton de chanvre avec des enduits à la chaux, des enduits d'argile à l'intérieur et autres. Donc là, c'est vraiment très spécifique. Et donc, ils voulaient vraiment, ils se sont inspirés, ils ont vu les chantiers qui ont été faits de ce type-là à Joinville. Et donc, ils veulent vraiment rétablir la même chose. Et alors qu'auparavant, je vois, il y a une dizaine d'années, ça n'aurait pas été forcément le cas je ne parle pas forcément pour Montier-en-Der, mais d'autres communes, ce qu'on voyait souvent sur le pays du Der, c'est les façades en colombage en général, quand elles étaient refaites, et ben, les gens en fait déposaient le torchis et malheureusement maçonnaient du Ciporex, enfin, du béton cellulaire, parce que ça se coupe bien, ça se travaille bien, voilà, les gens ont facile à faire, sauf que c'est une catastrophe, il ne faut absolument pas faire ça dans le pan de bois. Et là, ils l'ont bien compris. Et c'est un travail de longue haleine. Et ça, c'est le travail qui a été fait depuis une dizaine d'années qui, à force, porte ses fruits, quoi. Et donc, il y a volonté de vouloir bien faire les rénovations, quoi. Merci, Monsieur Cagny. Et Anthony et Noémie, en deux mots, quel rôle votre commune joue par rapport justement à ce qu'on vient d'évoquer sur les communes de l'environnement? En deux mots, parce qu'il nous reste une minute.
Eh bien, on essaye, nous, d'échanger régulièrement dès qu'on le peut avec alors les petites communes rurales, mais aussi plutôt des bourgs de notre taille, parfois des villes même plus grandes. J'irais dire, il y a quelques communes rurales quand même qui essayent parfois de nous demander des conseils, de s'inspirer, de s'y intéresser. J'avoue que c'est pas forcément toujours la couronne immédiate autour, mais que c'est plutôt des réseaux entre bourgs, petites villes, voire parfois villes plus grandes qui nous posent toutes ces questions. Alors parfois c'est pas directement de la clientèle pour les entreprises locales, puisque c'est des villes qui sont plus loin, mais au niveau local, ça rayonne quand même assez loin. Et je pense que pour les entreprises qui travaillent chez nous, comme celle de Charles Cagny, eh bien ça peut être quand même intéressant parce que là c'est une carte de visite qui va au-delà du simple territoire autour de Joinville, mais qui va maintenant Haute-Marne, voire Sud-Meuse, proche Aube. Voilà un petit peu ce que je peux dire, mais globalement, le rayonnement et l'échange se fait pas forcément directement avec le village d'à côté, mais ça peut être plutôt entre villes, voilà, de plus ou moins, parfois des villes bien plus grosses, hein, même avec qui on travaille, et on échange sur le sujet. On espère globalement que ça fait progresser effectivement les choses pour ne pas restaurer bien que les monuments historiques, mais bien tout le bâti. C'est une précision absolument nécessaire. Effectivement, le patrimoine, ce n'est pas que le monument historique. Voilà. Contrairement à ce que parfois on a tendance à penser de manière un peu malheureuse, effectivement. Sans nos ensembles urbains, le visage de la France ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui et ne sera pas ce qu'il sera demain, quoi, très clairement. Merci. Dans le chat, il y a une question. Alors, je ne sais pas trop là comment on fonctionne, si c'est moi qui pose les questions, si c'est Nathalie ou… moi, je veux bien poser des questions, mais je ne sais pas lesquelles, donc par conséquent… Est-ce que vous avez trouvé des questions, Nathalie et Élodie, sur le chat, là, qui étaient intéressantes à poser à nos trois intervenants? Alors, J'en ai une, oui, effectivement, c'est ça? Est-ce que il y a Joinville eu est beaucoup. marquée par des rénovations de meilleure qualité, c'est ça? On peut commencer par celle-là. Hein. D'accord. Non, mais vas-y, je te laisse la main. Comme ça, c'est plus simple pour moi. Je ne vais pas le faire. Ok. Là. Merci. Donc, effectivement, Oui. Vous avez bien entendu la question à Joinville? C'était. Non, on n'a pas entendu, justement. Est-ce que Joinville était déjà marqué par des mauvaises réhabilitations en 2010? Est-ce que c'était déjà tellement avancé? Oui, parce que c'est pas parce qu'il n'y a plus beaucoup de travaux que le peu de travaux qui est fait était bien fait. Donc en fait, en 40 ans, d'abord de surindustrialisation où on ne regardait pas le bâti, puis on ne le regardait plus parce qu'il y avait la décroissance, il y avait toujours une bonne raison pour ne pas faire ou pour mal faire et faire au moins cher. Et encore au moins cher, c'est même à voir parce que parfois des restaurations de mauvaise qualité coûtent très cher. Donc oui, ciment, carrelage même, hein, on a des rez-de-chaussée en carrelage, enfin on nous a tout fait. Donc voilà, ça flingue à la fois la respiration du bâtiment, esthétiquement je vous laisse même pas imaginer. Et quand moi je suis arrivé en 2012, je crois que ça faisait 20 ans, quasiment 20 ans qu'on devait presque plus poser de fenêtres en bois par exemple. Voilà, alors on n'était pas malheureusement encore à la prise de conscience sur le tout plastique et ses conséquences du début à la fin de ce que ça fait aussi à l'environnement, même si moi j'en étais convaincu. Par contre, on a déjà sensibilisé au regard du patrimoine. J'aimerais bien aujourd'hui qu'on ait vraiment une prise de conscience plus large, qui aille même bien au-delà que du bâti ancien sur la qualité des matériaux et le lien avec la planète. Mais voilà, non, on a eu plein de mauvaises restaurations, on avait même que ça, donc au début, il fallait des opérations pilotes pour donner l'exemple, pour qu'ils puissent se projeter, parce que quand on leur disait ce qu'il fallait faire, ils ne voyaient même pas ce que ça pouvait être. Ok, merci. Peut-être une question pour Monsieur Cagny. Quels sont vos liens avec la maîtrise d'œuvre, les architectes? Est-ce que vous avez beaucoup de chantiers qui se font avec eux ou pas, et comment vous communiquez? Oui, en fait, c'est ponctuel, hein, parce qu'on répond très peu aux appels d'offres. C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, sur les choses qui nous intéressent. Et parfois, on est sollicité en amont lors de l'établissement de l'avant-projet, en fait, si vous voulez, avant l'appel d'offres, pour avoir des estimations et des conseils sur la façon de faire parfois aussi, parce que forcément, il y a des choses et des points techniques qui ne peuvent pas forcément être abordés dès le début et qu'ils ont besoin de renseignements. Donc, on vient vers nous, la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage viennent vers nous des fois avant, afin de bien établir le descriptif et puis ensuite lancer l'appel d'offres. Nous, on répond derrière. Il faut bien cerner les choses. Je
Je poserais bien une question, moi je m'autorise à en poser une. Justement, dans le sens qui va dans le sens de ce que vous avez posé, ce que tu as posé, Élodie. De manière générale, les restaurations ne sont pas soumises à l'architecte, puisque c'est souvent des déclarations préalables, il n'y a pas beaucoup de permis de construire. Donc la nécessité juridique de recours à l'architecte n'existe pas. Et pour vous, Anthony et Noémie, est-ce que ça génère une difficulté justement de définition des travaux ou est-ce que ce que vient de dire Charles est de manière se reproduit assez fréquemment, c'est-à-dire que l'artisan devient effectivement, entre guillemets, le prescripteur, mais avec le savoir-faire dans le bon sens du terme. Tout dépend, je vais vous répondre par une réponse bizarre, mais tout dépend du propriétaire, tout dépend du porteur, tout dépend de l'entreprise qui va y travailler, tout dépend du projet, tout dépend de l'impact à l'intérieur et tout dépend aussi du niveau d'évolution du bâti. Pour faire simple, si j'ai un bâti, je sais pas moi, du 18e qui n'a pas bougé, qu'on est juste sur une restauration de la façade, ça va. Et puis si allez, je vais être gentil, il est là, mais bon, il le sait. Si c'est Charles, je dis pas qu'on y va les yeux fermés, mais on fait un point avec les bâtiments de France avant, c'est bon. Si on commence à être sur des bâtiments qui ont beaucoup évolué, même si nous on adore ça, et même si Charles il a l'habitude du bâti ancien, il y a un moment où on peut plus tout lire tout seul, nous, sur la façade, on a besoin d'aide, on devine des croisées, on devine des choses, mais il y a peut-être une étude plus approfondie à faire. Parfois, le bâti, il n'a pas beaucoup bougé. L'entreprise, elle est très bonne aussi. Mais il y a à l'intérieur un projet un peu complexe. Un commerce, par exemple. Charles voit bien du projet auquel je parle, puisque ce matin, on en a encore parlé de la nécessité d'un maître d'œuvre avec des propriétaires fort sympathiques, mais dont on se dit que là, on a atteint les limites du conseil et que là, non, il faut un maître d'œuvre. Donc, en fait, ça dépend très fortement du projet. Si on est sur des projets plus simples, avec la bonne entreprise, parfois, ça pose aucun problème, et c'est effectivement le tout venant. Mais, alors, nous, côté ville, on a tendance à, dès qu'on peut, évidemment, prendre un maître d'œuvre, sauf opération d'urgence ou petit maintien. Mais évidemment, la ville peut faire des choses que les propriétaires privés, on l'entend bien, ne peuvent pas tous faire. Cela dit, c'est pareil. Dans la ville, il y avait quasiment, chez les privés, très peu d'intervention avec des architectes avant. Nous, on a mis en place une bonification de toutes les aides à 10%. C'est-à-dire, si vous avez le droit à 40, vous aurez 50 s'il y a un architecte maître d'œuvre. Alors, on ne choisit pas, nous, l'architecte. Parfois, on aimerait bien, parce qu'on a aussi tout. Il y a aussi des architectes très peu sensibles aux bâtiments anciens, et parfois, sans leur intervention, on n'aurait pas défiguré un bâtiment. Donc, il faut aussi le dire, parce qu'il y a aussi des vrais enjeux de formation dans cette profession. C'est très variable, très, très variable. Mais on a quand même, nous, maintenant, un réseau bien connu et bien identifié d'architectes très compétents. Des architectes du patrimoine, mais pas que. On a aussi des architectes simplement sensibles au bâti. Et là, j'ai un nouveau projet qui vient d'arriver. On a galéré un peu pendant plusieurs mois avec la propriétaire en lui expliquant bien que c'était super intéressant, mais vu la vigilance qu'il y avait il y avait une façade complètement refaite, qui avait évolué depuis le 16e, mais qui était difficile à lire. Il y avait des enjeux d'enduit spécifiques. Il y avait un projet de réhabilitation intérieure. Bon, clairement, elle a été orientée pour prendre un architecte, et là, elle va s'équiper. Donc voilà, c'est très variable suivant les cas. Je sais que je réponds peut-être pas bien à votre question, mais c'est variable suivant les cas. Quand il y en a en général, c'est plus simple pour nous. Et parfois, on essaye, nous, comme on peut. Alors, je dis, on a notre petit bonus financier qui nous permet un peu de les inciter à le faire. Donc, on va dire qu'avant, il n'y en avait pas du tout. C'est loin d'être la majorité des projets, mais enfin, on a quand même plusieurs architectes, y compris avec les privés, qui travaillent maintenant ensemble. J'ai un deuxième projet, là, d'ailleurs, en ce moment, sur une grosse maison privée, où pareil, il n'y a pas d'obligation d'avoir un architecte, mais ils sont en train ils veulent même plutôt un archi du patrimoine, là. On leur a dit que c'était plutôt une bonne chose et que ça permettrait d'avoir une vision plus globale. C'est aussi suivant la dégradation intérieure. C'est-à-dire que si ça fait 50 ans que le bâtiment n'a pas connu d'évolution, mais qu'il a gardé des beaux décors, comment on fait pour combiner les beaux décors, une circulation moderne, parce qu'il y a peut-être des problèmes aujourd'hui, l'arrivée des eaux, voilà, toutes ces questions-là font que dès qu'on est dans du complexe, on essaye d'inciter au maximum, sans avoir le pouvoir, évidemment, d'obliger. Il n'y a pas de subvention pour l'aide aux travaux, les prestations intellectuelles des architectes. Si, c'est la bonification de 10% de toutes les aides aux travaux. Ouais. Donc, en fait, c'est pas l'aide à l'architecte direct, c'est compris dans le PAC. C'est-à-dire que si vous faites les mêmes travaux avec un architecte, vous prenez un bonus de 10%, ce qui est globalement, en fait, souvent le coût, un coût moyen, on va dire, sur ces interventions. D'accord. On a encore 3-4 minutes pour les questions. C'est ce que je voulais dire. On avait une question sur le béton de chambre. Donc, c'est un matériau que vous privilégiez, Monsieur Cagny. Vous en utilisez d'autres aussi? Ou alors, pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas, je ne sais pas, de la ouate de cellulose, de la laine de bois, d'autres isolants qu'on pourrait
qu'on pourrait utiliser sur du bâti ancien? Tout dépend en fait de la destination. Ouate de cellulose, on pratique également, mais en isolation pour le soufflage dans les combles, par exemple. Mais principalement, nous, le béton de chanvre, parce qu'on n'y trouve guère d'inconvénients. C'est ça, en fait, le souci. C'est que c'est un matériau qui est vraiment tellement bon à tout point de vue qu'on y trouve peu d'inconvénients. Le seul inconvénient qu'on pourrait lui trouver, c'est le séchage, quoi. Parce que comme c'est un matériau biosourcé naturel, il n'y a pas de petite magie chimique, on va dire. Donc, il n'est pas boosté. Et alors là, du coup, le séchage, suivant les épaisseurs, ça nous amène en général sur les 2 mois avant de faire quoi que ce soit devant et derrière. Donc, c'est ça l'inconvénient. Après, sinon, parmi toutes les autres qualités qu'il a, on ne voit pas la nécessité de mettre autre chose, quoi. On a quand même la question de l'épaisseur qui est quand même assez importante si on veut taper dans la performance. Ouais, en question de performance, justement, c'est là qu'il y a il y a un souci avec la réglementation. C'est que, si vous voulez, comme je dis souvent, l'exemple d'une pièce à 20 degrés isolée avec une laine de verre et une autre pièce à 20 degrés avec un béton de chanvre, le ressenti, la sensation de chaleur ne sera pas du tout la même. Vous pouvez très bien avoir froid avec votre laine de verre à 20 degrés et avoir un bon ressenti avec votre chanvre à 20 degrés, tout en ayant des épaisseurs moindres et la résistance thermique, du coup, là, elle ne rentre plus en compte parce qu'on ne tient pas compte de l'humidité et tout ça. Parce que ce qui fait votre ressenti, c'est l'humidité dans la pièce, ce que va traiter le béton de chanvre et ce que ne traitera pas votre laine de verre. Et du coup, parler en résistance thermique, ça n'a pas vraiment de sens. Et c'est là que le calcul de la performance est mal fait. Ce n'est pas adapté au bâti ancien, en fait, si vous voulez. Il ne faut pas spécialement rechercher une performance, il faut rechercher du confort. Parce que vous pouvez avoir 21 justement, ou même 22, vous pouvez avoir froid avec votre laine de verre, qu'avec 20 degrés, avec votre béton de chanvre, vous aurez un confort tout autre. Donc, il y a la notion de confort qui est à prendre en compte dans le calcul qu'il faudra revoir prochainement, quoi. Ok, merci. Et peut-être une dernière question. Pour Noémie et Anthony, le rôle de l'ABF dans tous ces projets Il est indispensable. Enfin, c'est un partenaire du quotidien, l'architecte des bâtiments de France pour nous. Dans le cadre de la vague, du projet de PSMV, notre ABF suit vraiment tous les projets de A à Z. Et avec des permanences toutes les 6 semaines qui permettent d'avoir un rapport direct avec les habitants et du conseil aussi en tant qu'ABF et en tant qu'architecte aussi parfois, parce qu'ils peuvent donner des solutions techniques aussi qui sont intéressantes. On a eu de la chance d'avoir aussi toujours un service des bâtiments de France, que ce soit Monsieur Deschamps autrefois et depuis le mois de septembre Madame Marlot, donc architecte des bâtiments de France de la Haute-Marne, un vrai suivi. Alors il y a les obligations qu'on s'est tous fixées ensemble avec toutes les 6 semaines, les rendez-vous avec les propriétaires, etc. Mais on a même, j'ai encore eu un cas hier, cas d'urgence, c'est urgent, on peut pas faire autrement. Bon, un petit avis de principe avant même d'y passer, hop, elle nous fait un petit schéma, quelque chose, elle est hyper réactive. Alors et pourtant ils sont bien chargés, hein, je connais un peu leur emploi du temps même pour nous. Et voilà, on a vraiment eu. Alors, moi, je pense aussi que c'est un partenariat qui se construit dans le temps, c'est-à-dire qu'il faut que nous, techniciens, on fasse le lien avec les élus. Hein. Je pense qu'il n'y a rien de pire que des techniciens qui vont encore bâcher les bâtiments de France au lieu d'expliquer comment on travaille tous ensemble. Donc, en fait, dès le départ, nous, on explique le rapport, pourquoi c'est indispensable, pourquoi on travaille en commun. Et plus on présente et on travaille toute la ville en commun ensemble dès le départ, et plus il y a une espèce de relation de confiance qui fait que nous, tous ceux pour qu'on va les solliciter, eh bien ils se disent ah ouais non mais ces gens en ville ils sont sympas, ils travaillent avec nous, ils nous présentent tout en amont, donc on est aussi sympa dès qu'ils ont besoin de nous. Et je pense qu'à force cette relation de confiance, même si voilà il peut toujours un dossier où on n'est pas bon et on s'y reprend 2 fois, mais globalement ça nous permet vraiment d'avoir une bonne relation au quotidien qui fait que c'est un apport et pour les habitants et pour la collectivité, hein, parce que nous-mêmes pour nos projets on a besoin. Une vraie synergie, hein, donc. Oui, une vraie synergie. Après, vraiment, on a toujours, ça fait 8 ans qu'on est lancé, quand même presque 9 bientôt, dans ce dispositif. Et depuis le début, l'UDAP est un vrai partenaire, hein, mais un partenaire lourd parce qu'ils sont presque plus sollicités parfois que la DDT. Hein. Pourtant, la DDT, moi, je les sollicite beaucoup sur le volet urbain habitat, mais c'est un volet tellement important pour une commune comme nous, surtout d'où on part, qu'on a eu besoin tout le temps d'eux et que plus on avance, et plus on a besoin d'eux, en fait. Merci beaucoup à vous 3, extrêmement intéressant, extrêmement instructif. Allez voir Joinville, osez Joinville, allez sur YouTube et allez regarder les vidéos.
regardez les publications qui sont faites, c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. Vous avez aussi le site de l'entreprise, hein, de Charles Cagny, vous pouvez aller voir aussi ce qui se passe. Voilà, et bien, moi j'en ai fini en tout cas pour ce général-là. Et je vais vous retrouver dans le café tout à l'heure et je passe la parole à Élodie. À tout à l'heure. Alors, j'aimerais profiter du coup pour vous présenter le site Creba, pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas. Donc, le centre de ressources pour la réhabilitation responsable du bâti ancien, si vous voulez, c'est un site web où vous allez trouver un certain nombre de rubriques auxquelles vous pouvez accéder tout à fait gratuitement. Donc, nous avons des retours d'expérience, nous avons un espace documentaire qui recense on va dire, la connaissance sur ce sujet de l'énergie et du patrimoine. Andrés vous a présenté un petit aperçu en début de ce webinaire. Des outils d'aide à la décision et on a aussi un volet partenariat, information, formation. Donc, ce webinaire en fait partie. On a aussi quelques clubs locaux dans le Grand Est, à Toulouse et à Bordeaux, où on travaille sur ces questions de réhabilitation du bâti ancien. Tous ensemble, on essaye de faire avancer la connaissance sur le sujet. Donc, en première approche, je voulais faire un zoom sur deux des on va dire, ressources que vous pouvez trouver sur notre site et qui pourraient vous être d'un secours immédiat, on va dire. La première ressource dont j'aimerais vous parler, c'est la charte. Donc, c'est une charte de réhabilitation, d'opération de réhabilitation responsable du bâti ancien, où en fait on a défini tous ensemble, nous les 5 partenaires fondateurs de Creba, ce que signifiait la réhabilitation responsable pour nous et comment y arriver. Donc, dans cette charte, vous trouverez, donc elle fait une quinzaine de pages, mais vous trouverez les grands principes, donc à la fois des prescriptions générales, par exemple l'importance du diagnostic architectural et technique avant travaux, donc des grands principes, mais également quelques recommandations particulières. Et ces recommandations, nous les avons classées selon les 3 piliers de Creba, à savoir la dimension patrimoniale, la dimension énergétique et environnementale et la dimension technique. Donc cette charte, effectivement, si vous avez un projet de réhabilitation énergétique d'un bâtiment ancien, ça peut être utile de scruter cette charte et de voir si vous cochez les cases ou pas, et puis peut-être vous poser des questions si vous ne cochez pas certaines cases. C'est on va dire, un guide qui peut être intéressant, surtout si vous démarrez sur le sujet du bâti ancien. Une deuxième ressource dont je voulais vous parler, ce sont les retours d'expérience. Donc, ces retours d'expérience, leur objectif, c'est de montrer que dans bien des situations, il est tout à fait possible de réhabiliter de manière performante des bâtiments anciens. Et donc, pour ce faire, on a réalisé des fiches de retour d'expérience qui montrent un peu le processus. Donc, on va du diagnostic, de la réflexion autour du projet jusqu'aux travaux et au résultat final. On a essayé d'être relativement exhaustif, alors aussi bien au niveau de la répartition géographique que des types de bâtiments. On a des bâtiments tertiaires, des écoles, des bibliothèques ou du résidentiel. On a une maîtrise d'ouvrage privée ou une maîtrise d'ouvrage public. Et on a également différents types de performances énergétiques. On peut tout à fait aller jusque du BBC rénovation. On peut parfois, ou alors on est parfois obligé de s'arrêter un petit peu avant. Mais en global, on va dire, il est toujours possible d'améliorer énergétiquement ces bâtiments. Et ces fiches sont là pour vous le montrer. Elles rentrent relativement dans le détail, mais elles sont quand même voulues accessibles et démonstratives. Et d'ailleurs,
il y a des bâtiments qui ont fait l'objet d'une fiche qui participent cette année au concours Green Solution Award. Donc, c'est un concours qui est organisé par notre partenaire Construction 21. Donc, il a une portée nationale, mais également internationale. Le but de ce concours, c'est de valoriser des opérations de construction, de rénovation durable. Voilà, donc il y a du neuf ou de la réhabilitation. Il y a de la réhabilitation de bâtiments d'après 1948, mais il y a aussi de la réhabilitation patrimoniale. Et donc, nous vous incitons à voter pour ces deux retours d'expérience. Donc, la réhabilitation patrimoniale d'une papeterie du 19e en une médiathèque à Montèche et la réhabilitation frugale d'une école primaire à Mulhouse. Voilà, donc pour voter, il suffit de se connecter à Construction 21 et de cliquer sur le petit pouce en haut. Et je crois que je vais passer la parole à Andrés pour la conclusion. Merci, merci Élodie, merci à tous les intervenants. Il me revient la lourde tâche de conclure ce webinaire et en fait, conclure, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce webinaire est le début d'un cycle de rencontres, forcément en mode distanciel au vu des temps qui courent. Et donc, en fait, c'est le début d'une aventure. Donc, plutôt que de conclure, moi, je voudrais vous remercier déjà d'avoir participé à ces échanges, et donc de continuer à les nourrir par rapport à tout ce qui nous attend en termes d'échanges et de travaux que j'espère riches. Pas plus tard que dans la foulée avec les ateliers dont je vais donner quelques explications techniques. Le sujet du bâti ancien, on a pu le voir, c'est une affaire de passion et de passionnés. On a pu voir à travers le témoignage des représentants de Joinville toutes les dimensions au niveau de l'urbanisme, au niveau du développement économique, au niveau de la culture, au niveau du tourisme. Toutes ces dimensions qui font que ce sont autant, la réhabilitation responsable du bâti ancien apporte des réponses sociétales, et il est vraiment, que je dirais, important de s'y pencher et de considérer cette approche comme une des solutions à la transition écologique, parce qu'on n'est pas sur une dimension de niche. On a pu le voir que ça représente un parc immobilier très conséquent au niveau national, et que les enjeux environnementaux viennent en plus se rajouter par rapport à toutes ces dimensions que j'ai pu citer. Donc, les échanges, la discussion ne fait que commencer. Nous, notre souhait avec ce premier webinaire, c'était de pouvoir entamer un échange, une discussion avec une communauté de praticiens. J'espère qu'on pourra poursuivre dans cette dynamique, et c'est dans cette optique-là que nous souhaitions que vous vous impliquiez dans les ateliers qui vont suivre. Avant de passer la parole, je voudrais formellement vous remercier, parce que je crois qu'on a culminé à 225 participants à l'occasion de ce webinaire. On a un taux de perte de 50%, puisqu'on avait quasiment 500 inscrits. Mais 225 participants, c'est énorme. C'est ce que nous arrivons à regrouper lorsque nous avons organisé nos conférences en présentiel. Et donc, pour ce premier coup d'essai, je peux dire qu'on est très, très content. Je voudrais remercier les intervenants pour la qualité des échanges, nos intervenants invités, mais également toute l'équipe qui a pu travailler, et l'ensemble de nos partenaires et des financeurs qui nous permettent d'enrichir ce site Creba et de communiquer et de diffuser auprès des professionnels. Je voudrais quand même citer toute l'équipe projet qui a été derrière l'organisation de ce séminaire, de ce webinaire.
Donc, vous voyez les portraits des gens que vous avez pu voir sous les feux de la rampe, et puis ceux qui sont en back-office et que vous n'avez pas pu voir. Et je tenais à les féliciter pour le… On a tenu le timing, je crois que c'est moi qui vais l'exploser, mais on s'était donné comme objectif d'avoir un respect chirurgical du timing. Et encore une fois, bravo à toute l'équipe. Et je voudrais également citer le collectif WeShare qui nous a accompagnés pour l'organisation de ce cycle de webinaires, qui nous a acculturés pour nous donner cette idée de lancer cette dynamique de partage et donc d'échange avec les professionnels. Donc, j'en conclus maintenant avec les instructions pratico-pratiques pour migrer vers les salles virtuelles des 4 cafés qui sont proposés juste dans la continuité de ce webinaire. Vous avez dû tous recevoir un mail avec, en fonction de vos vœux, le lien de connexion pour aller sur la salle virtuelle correspondante. On les affiche ici. Il vous est aussi donné la possibilité de vous connecter manuellement à partir de l'application Zoom avec les identifiants de réunion et le code secret associé. Donc, ce que je propose, c'est qu'on se quitte sur ces mots et qu'on se rejoigne, pour ceux qui le peuvent et ceux qui le souhaitent, dans ces cafés, donc sur les 4 sujets qui sont affichés à l'écran. Et bien maintenant, tout de suite, moi-même ayant en charge l'animation du café sur la formation, je ne pourrai pas rester avec vous, et donc je propose d'en rester là. Cette page va rester affichée encore 5-10 minutes pour les personnes qui voudraient prendre le temps de se connecter. Donc, je vous remercie encore une fois, et j'en reste là. Donc, je vais quitter le webinaire pour me connecter au café virtuel Être bien formé, et je vous laisse en faire de même pour qu'on se retrouve et on échange à l'occasion de ces ateliers. Encore une fois, merci beaucoup et félicitations aux intervenants.